Chapitre 14. Le fleuve noir. La portion du globe terrestre occupée par les eaux est évaluée à 3 832 558 myriamètres carrés, soit plus de 38 millions d'hectares. Alors on commence déjà ce chapitre sous de meilleurs auspices, on peut pas, c'est impossible. Cette masse liquide comprend 2 250 millions de mille cubes et formerait une sphère d'un diamètre de 60 lieues dont le poids serait de 3 quintillons de tonneaux. Et pour comprendre ce nombre, merci beaucoup, il faut se dire que le quintillion est au milliard ce que le milliard est à l'unité, c'est-à-dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillion que d'unités dans un milliard. Ah, la phrase est exceptionnelle, la phrase est exceptionnelle, on l'a compris, hein, mais la phrase est exceptionnelle. Or, cette masse liquide, c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la Terre pendant 40 000 ans. Ça, c'est du chiffre, ça. Je sais pas si c'est vrai, comme j'ai dit déjà, hein, on va croire ce qu'on lit. Hein. Ça me fume, hein, vraiment, mais... Comment il fait pour... Il a dû vraiment calculer ça, il a dû passer un temps mais à écrire ce livre, mais c'est pas possible. C'est inhumain, non mais... Voyage extraordinaire, c'est le nom de la collection de romans de Jules Verne, dont est inclus 5 semaines en ballon, Le Tour du monde en 80 jours, Voyage au centre de la Terre, 20 milieux sous les mers et tant d'autres. Et la quantité d'œuvres, c'est juste incroyable. Et c'est quasiment... Mais regardez ça, non mais c'est un truc de fou. Ça, c'est Voyage extraordinaire. Hein. Donc on a plus de 72 romans, d'accord? Et regardez les écarts d'années. Non mais c'est pas possible. On a un roman, c'est 64, Voyage au centre de la Terre, 64, de la Terre à la Lune, 65, Les Forceurs de Blocus, 65, 1867, les 2 premières parties de Capitaine Grant, et après 1868, un an après, il écrit 20 milieux sous les mers. Non mais c'est pas possible. Et c'est un roman de 600 pages. Non mais c'est inhumain, c'est vraiment inhumain. Et regardez les chiffres qu'il nous donne, les descriptions qu'il va chercher, les mots qu'il nous donne, les catégories de coquillages. Il y a tout un chapitre où il nous donne mais 8000 noms de coquillages, de crustacés, de mollusques, de machins. Donc il a dû aller chercher dans des encyclopédies, etc. Il a dû s'informer, et il fait ça pour tous ses romans. Et ça va dans une précision, vous voyez la précision de ça, hein. Et ça, on en est que c'est que un paragraphe, hein. Et il y a 600 pages, dont une certaine quantité de chapitres où c'est que des trucs précis comme ça. Durant les époques géologiques, à la période du feu succéda à la période de l'eau. L'océan fut d'abord universel. Puis, peu à peu, dans les temps siluriens, des sommets de montagnes apparurent, des îles émergèrent, disparurent sous des déluges partiels, se montrèrent à nouveau, se soudèrent, formèrent des continents, et enfin les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons. Le solide avait conquis sur le liquide 37 657 000 carrés, soit 12 916 millions d'hectares. Les temps siluriens, parfois anciennement nommés gotlandiens, système géologique qui s'étend de moins 443,4 à 419,2 millions d'années, pardon, milliards, je suis un fou. La configuration des continents permet de diviser les eaux en 5 grandes parties. Ça, bon, l'océan glacial arctique, l'océan glacial antarctique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. L'océan Pacifique s'étend du nord au sud entre les 2 cercles polaires et de l'ouest à l'est entre l'Asie et l'Amérique sur une étendue de 145 degrés en longitude. C'est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres, ses pluies abondantes. Tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions. Oui, parce qu'on rappelle que l'Abraham Lincoln est donc passé par le Pacifique, a donc exploré le Pacifique pour essayer de trouver le Nautilus. « Monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est midi moins le quart, je vais remonter à la surface des eaux. » Le capitaine pressa 3 fois un timbre électrique. Les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs,
L'aiguille du manomètre, donc ce qui mesure la pression, marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus. Puis elle s'arrêta. Nous sommes arrivés, dit le capitaine. C'est un ascenseur, en fait. Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme. Je gravis les marches de métal et par les panneaux ouverts, j'arrivai sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 cm seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle, imbriquées légèrement, ressemblaient aux écailles qui me revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquai donc très naturellement que, malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin, bah oui. Vers le milieu de la plateforme, le canot, à demi engagé dans la coque du navire, formait une légère excroissance. En avant et en arrière s'élevaient deux cages de hauteur médiocre, à parois inclinées et en partie fermées par d'épais verres lenticulaires. L'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur. À peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan. Une légère brise de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon, dégagé de brume, se prêtait aux meilleures observations. Nous n'avions rien en vue. Pas un écueil, pas un îlot. Plus d'Abraham Lincoln. L'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil qui devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vint affleurer le bord de l'horizon. Tandis qu'il observait, pas un de ses muscles ne tressaillait, et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, dit-il. Monsieur le professeur, quand vous voudrez ?» Je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude, qu'il contrôla par de précédentes observations d'angle horaire. Puis il me dit « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. » « De quel méridien ?» demandai-je vivement, espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité. « Monsieur, me répondit-il, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington, mais en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. » Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai et le commandant reprit. 37 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris, et par 30 degrés et 7 minutes de latitude nord, c'est-à-dire à 300 000 environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. Merci beaucoup. Dieu nous garde, répondis-je. Et maintenant, monsieur le professeur, ajouta le capitaine, je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 140... Il y a trop de chiffres, il y a trop de trucs. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur. Voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. Le capitaine Nemo me salua. Je restai seul, absorbé dans mes pensées. Toutes se portaient sur ce commandant du Nautilus. Saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune ? Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles, qui l'avait provoquée ? Était-il un de ces savants méconnus, un de ces génies auxquels on a fait du chagrin, suivant l'expression de Conseil ? Un Galilée moderne, ou bien un de ces hommes de science comme l'américain Maury, dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques? Je ne pouvais encore le dire. Moi que le hasard venait de jeter à son bord, moi dont il tenait la vie entre les mains, il m'accueillait froidement, mais hospitalièrement.
Il peut accueillir froidement mais hospitalièrement, d'accord. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais. Il ne m'avait jamais tendu la sienne. C'est bien triste, mais oui. 1 heure entière, je demeurai plongé dans ces réflexions, cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis, mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table, et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. La mer a ses fleuves comme les continents. Ce sont des courants spéciaux reconnaissables à leur température, à leur couleur, et dont le plus remarquable est connu sous le nom de courant du Gulf Stream. Voilà, hein, c'est un courant, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Hein. La science a déterminé sur le globe la direction de 5 courants principaux. Un dans l'Atlantique Nord, un second dans l'Atlantique Sud, un troisième dans le Pacifique Nord, un quatrième dans le Pacifique Sud, et un cinquième dans l'océan Indien Sud. Il est même probable qu'un 6e courant existait autrefois dans l'océan Indien Nord lorsque les mers Caspienne et d'Aral, réunies au grand lac de l'Asie, ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau. Or, au point indiqué sur le planisphère, se déroulait l'un de ces courants, le Kuroskivo des Japonais, le fleuve noir, qui, sorti du golfe du Bengale, où le chauffent les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques, traverse le détroit de Malacca, prolonge la côte d'Asie, s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles Aléoutiennes, charriant des troncs de camphriers et autres produits indigènes et tranchant par le pur indigo de ses eaux chaudes avec les flots de l'océan. C'est ce courant que le Nautilus allait parcourir. Je le suivais du regard, je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique, et je me sentais entraîné avec lui, quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. Le Kuroskivo des Japonais. C'est courant en fait, hein. Le Kuroshio des Japonais. D'accord. Des Japonais, le fleuve noir, qui sortit du golfe du Bengale. Voilà, hein, le golfe du Bengale. Le détroit de Malacca. Oui, donc c'est au niveau de l'océan Indien. Donc c'est ça, le détroit de Malacca. Les îles Aléoutiennes, qu'on avait déjà regardées, qui bordent l'Alaska. Des camphriers. Donc c'est ces arbres magnifiques, aux troncs gigantesques. Mes 2 braves compagnons, les poteaux, restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. Bah oui, on est dans le salon. On est dans le salon, il y a tous les coquillages et crustacés, là. Où sommes-nous? Où sommes-nous? S'écria le Canadien. Au Muséum de Québec? Bah lui, il fait que se plaindre, hein, on se rappelle, hein. S'il plaît à monsieur, répliqua Conseil, ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerard. Mes amis, répondis-je en leur faisant signe d'entrer, vous n'êtes ni au Canada ni en France, mais bien à bord du Nautilus et à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il faut croire monsieur, puisque monsieur l'affirme, répliqua Conseil. Mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi. Étonne-toi, mon ami, et regarde, car pour un classificateur de ta force, il y a de quoi travailler ici. Alors ouais, oui, effectivement, oui, je n'avais pas besoin d'encourager Conseil. Le brave garçon, penché sur les vitrines, murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes, classe des gastéropodes, famille des buccinoïdes, genre des porcelaines, espèce des cyproeale megalabestresis, etc. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchiliologue, je sais pas, conchiliologue, donc c'est l'étude des coquillages et tout ça, hein, des coquillages et crustacés, là. Spécialiste de la conchiliologie, étude des mollusques à coquilles. M'interrogeais sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était? D'où il venait? Où il allait? Vers quelle profondeur il nous entraînait? Enfin, 1000 questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Je lui appris tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je ne savais pas, et je lui demandai ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. « Rien vu, rien entendu, » répondit le Canadien. « Je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau. Est-ce que, par hasard, il serait électrique aussi, lui ?»
Électrique? Par ma foi, on serait tenté de le croire. Mais vous, monsieur Aronnax, demanda Ned Land, qui avait toujours son idée. Vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord? 10, 20, 50, 100? Je ne saurais vous répondre, maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de le fuir. Ce bateau est un des chefs-d'œuvre de l'industrie moderne, et je regretterais de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. Hein? Tranquille, Ned. Ne pas tout casser, ne pas tout tuer. Voir, s'écria le harponneur, mais on ne voit rien, on ne verra rien de cette prison de tôle. Nous marchons, nous naviguons en aveugle. Ned Land prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement, mais une obscurité absolue. Le plafond lumineux s'éteignit, et si rapidement que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse, analogue à celle que produisait le passage contraire des profondes ténèbres à la plus éclatante lumière. Nous étions restés muets, ne remuant pas, ne sachant quelle surprise agréable ou désagréable nous attendait. Mais un glissement se fit entendre. On eût dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus. « C'est la fin de la fin, dit Ned Land. »« Ordre des hydroméduses, murmura Conseil. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon, à travers deux ouvertures oblongues. Les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluences électriques. Deux plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis d'abord à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser, mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donnaient une résistance presque infinie. La mer était distinctement visible dans un rayon d'1 mille autour du Nautilus. Quel spectacle! Quelle plume le pourrait décrire? Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes et la douceur de ces dégradations successives jusqu'au coucher inférieur et supérieur de l'océan? On connaît la diaphanéité de la mer. Quel est le sens du mot diaphane? C'est qu'il laisse passer la lumière, sans qu'on puisse distinguer au travers les objets. Le verre dépoli est diaphane. On sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche. Les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence. Dans certaines parties de l'océan, aux Antilles, 145 mètres d'eau laissent apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté, et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de 300 mètres. Mais dans ce milieu fluide que parcourait le Nautilus, l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes. Ce n'était plus de l'eau lumineuse, mais de la lumière liquide. Si l'on admet l'hypothèse d'Ehrenberg, qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins, la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles, et j'en pouvais juger ici par les 1000 jeux de cette lumière. De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. L'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure, et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium. Le Nautilus ne semblait pas bouger. C'est que les points de repère manquaient. Parfois, cependant, les lignes d'eau divisées par son éperon filaient devant nos regards avec une vitesse excessive. Émerveillés, nous étions accoudés devant ces vitrines, et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction quand Conseil dit « Vous vouliez voir, ami Ned? Eh bien, vous voyez. » « Curieux, curieux, faisait le Canadien, qui, oubliant ses colères et ses projets d'évasion, subissait une attraction irrésistible. Et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle. Ah, m'écriai-je, je comprends la vie de cet homme, il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles. Mais les poissons, fit observer le Canadien, je ne vois pas de poissons. Que vous importe, ami Ned, répondit Conseil, puisque vous ne les connaissez pas. Moi, un pêcheur, bien sûr que je les connais, s'écria Ned Land. Et sur ce sujet, une discussion s'éleva entre les deux amis, car ils connaissaient les poissons, mais chacun d'une façon très différente, évidemment.
Tout le monde sait que les poissons forment la quatrième et dernière classe de l'embranchement des vertébrés, tout le monde le sait, non? Hein? On les a très justement définis. Des vertébrés à circulation double et à sang froid, respirant par des branchies et destinés à vivre dans l'eau. Ils composent deux séries distinctes. La série des poissons osseux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres osseuses, et les poissons cartilagineux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres, je vais y arriver, cartilagineuses. Le Canadien connaissait peut-être cette distinction, mais Conseil en savait bien davantage, et maintenant, lié d'amitié avec Ned, il ne pouvait admettre qu'il fût moins instruit que lui. Aussi, lui dit-il, « Ami Ned, vous êtes un tueur de poissons, un très habile pêcheur. Vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux, mais je gagerais que vous ne savez pas comment on les classe. Oh non. On va avoir droit à une classification biologique des poissons? » Si, répondit sérieusement le harponneur. On les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas. Voilà une distinction de gourmand, répondit Conseil. Mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux. Peut-être bien, Conseil. Et la subdivision de ces deux grandes classes? Je ne m'en doute pas, répondit le Canadien. Eh bien, ami Ned, écoutez et retenez. Les poissons osseux se subdivisent en 6 ordres. Primo, les acanthoptérygiens, dont la mâchoire supérieure est complète, mobile et dont les branchies affectent la forme d'un peigne. Cet ordre comprend 15 familles, c'est-à-dire les 3/4 des poissons connus, type la perche commune, par exemple. « Assez bonne à manger, » répondit Ned Land, oui, surtout avec un petit citron comme ça, c'est très très bon. « Segundo, » reprit Conseil, « les abdominaux, qui ont les nageoires ventrales suspendues sous l'abdomen et en arrière des pectorales, sans être attachés aux os de l'épaule, ordre qui se divise en 5 familles et qui comprend la plus grande partie des poissons d'eau douce, la carpe, le brochet. Jusque-là, c'est très intéressant et c'est très clair, merci beaucoup. Peu, fit le Canadien avec un certain mépris, des poissons d'eau douce. Hey. Tertio, dit Conseil, les subrachiens, je sais pas, dont les ventrales sont attachées sous les pectorales et immédiatement suspendues aux os de l'épaule. Cet ordre contient 4 familles, type plie, limande, turbo, barbu, saule, etc. Excellent, excellent, s'écria le harponneur, qui ne voulait considérer les poissons qu'au point de vue comestible. Quarto, reprit Conseil, sans se démonter, les apodes, au corps allongé, dépourvus de nageoires ventrales, et revêtus d'une peau épaisse et souvent gluante, ordre qui ne comprend qu'une famille, type l'anguille, le gymnote. Médiocre, médiocre, répondit Ned Land. Quinto, dit Conseil, les lophobranches, qui ont les mâchoires complètes et libres, mais dont les branchies sont formées de petites houppes disposées par paires le long des arcs branchiaux. Cet ordre ne compte qu'une famille, type les hippocampes, les pégases dragons. Mauvais, mauvais, répliqua le harponneur. Ouais, quand même, les hippocampes, et... Ouais, respecte un peu, c'est joli, un hippocampe. Incroyable, hippocampe. Incroyable. Sexto, enfin, dit Conseil, les plectognates, dont l'os maxillaire est attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui forme la mâchoire et dont l'arcade palatine s'engraine par suture avec le crâne, ce qui la rend immobile. Ordre qui manque de vraies ventrales et qui se compose de 2 familles. Type les tétrodons, les poissons-lunes. Bon à déshonorer une chaudière, s'écria le Canadien. Avez-vous compris, ami Ned? Demanda le savant Conseil. Pas le moins du monde, ami Conseil, répondit le harponneur. Mais allez toujours, car vous êtes très intéressant. Quant aux poissons cartilagineux, reprit imperturbablement Conseil, ils ne comprennent que 3 ordres. Tant mieux, fit Ned, il en a rien à foutre.
Primo, les cyclos... Primo, les cyclostomes, dont les mâchoires sont soudées en un anneau mobile, et dont les branchies s'ouvrent par des trous nombreux. Ordre ne comprenant qu'une seule famille, type la lamproie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est quoi ce démon des mers? C'est horrible! À l'aide! Oh, ôtez-moi ça de ma vue, là, au secours! Il faut l'aimer, répondit Ned Land. Ah ouais, là, il faut vraiment l'aimer, hein. Segundo, les sélaciens, avec branchies semblables à celles des cyclostomes, mais dont la mâchoire inférieure est mobile. Cet ordre, qui est le plus important de la classe, comprend 2 familles, type la raie et les squales. Quoi? S'écria Ned. Des raies et des requins dans le même ordre? Eh bien, à mes conseils, dans l'intérêt des raies, je ne vous conseille pas de les mettre ensemble dans le même bocal. Tertio, répondit Conseil, les sturioniens, dont les branchies sont ouvertes, comme à l'ordinaire, par une seule fente garnie d'un opercule. Ordre qui comprend 4 genres, type les sturgeons. Ah, ami Conseil, vous avez gardé le meilleur pour la fin, à mon avis du moins. Et c'est tout? Oui, mon brave Ned, répondit Conseil. Et remarquez que, quand on sait cela, on ne sait rien encore, car les familles se subdivisent en genres, en sous-genres, en espèces, en variétés. Eh bien, ami Conseil, dit le harponneur, se penchant sur la vitre du panneau, voici des variétés qui passent. Oui, des poissons, s'écria Conseil. On se croirait devant un aquarium. Non, répondis-je, car l'aquarium n'est qu'une cage, et ces poissons-là sont libres comme l'oiseau dans l'air. Eh bien, ami Conseil, nommez-les donc, disait Ned Land. Incroyable, on va avoir une visite guidée, là. Esturgeon, on va quand même aller regarder Esturgeon. Regardez ça. Regardez-moi ça! C'est énorme. Mais nommez-les donc! Moi, répondit Conseil, je n'en suis pas capable. Cela regarde mon maître. Et en effet, le digne garçon classificateur enragé n'était point un naturaliste. Et je ne sais pas s'il aurait distingué un thon d'une bonite. En un mot, le contraire du Canadien, qui nommait tous ses poissons sans hésiter. Un baliste, avais-je dit. Et un baliste chinois, répondait Ned Land. Genre des balistes, famille des sclérodermes, ordre des plectoniates, murmurait Conseil. Décidément, à eux deux, Ned et Conseil auraient fait un naturaliste distingué. Le Canadien ne s'était pas trompé. Une troupe de balistes, à corps comprimé, à peau grenue, armés d'un aiguillon sur leur dorsale, se jouait autour du Nautilus. Des balistes, on va les regarder. Des balistes. Non mais Thomas, les dents. Non mais c'est... ça te mord. Aïe. Faites pas les malins les amis, je ne vous le conseille pas. Donc une troupe de balistes, à corps comprimé, à peau grenue, armés d'un aiguillon sur leur dorsale, se jouait autour du Nautilus et agitait les 4 rangées de piquants qui hérissent chaque côté de leur queue. Rien de plus admirable que leur enveloppe, grise par-dessus, blanche par-dessous, dont les taches d'or scintillaient dans le sombre remous des lames. Entre eux ondulaient des raies comme une nappe abandonnée au vent, et parmi elles j'aperçus à ma grande joie cette raie chinoise, jaunâtre à sa partie supérieure, rose tendre sous le ventre et munie de 3 aiguillons en arrière de son œil. Espèce rare, et même douteuse au temps de la Lacépède, qui ne l'avait jamais vue que dans un recueil de dessins japonais. Une raie chinoise. Là c'est joli, là c'est un peu moins sympa. Les raies, c'est incroyable, hein, vraiment. Bon, surtout les raies manta, évidemment, hein, parce que c'est vraiment gigantesque, t'as l'impression de voir un avion, hein, t'as l'impression de voir un planeur dans l'eau. C'est vraiment très... c'est d'une grâce incroyable. Hein. Voir ça nager, c'est absolument exceptionnel. Hein. Cette raie chinoise jaunâtre à sa partie supérieure rose tendre sous le ventre et munie de 3 aiguillons en arrière de son œil, espèce rare, et même douteuse au temps de la Lacépède, qui ne l'avait jamais vue que dans un recueil de dessins japonais. Pendant 2 heures,
toute une armée aquatique fit escorte au Nautilus. Au milieu de leur jeu, de leur bond, tandis qu'ils rivalisaient de beauté, d'éclat et de vitesse, je distinguai le labre vert, le mule barberin marqué d'une double raie noire, le gobie éléotre à caudale arrondie, blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos, le scombre japonais, admirable maquereau de ses mers, au corps bleu et à la tête argentée, de brillants azourors, dont le nom seul emporte toute description, azur, hein, donc bleu, des spares rayés aux nageoires variées de bleu et de jaune, des spares facés, relevés d'une bande noire sur leur caudale, des spares zonéphores élégamment corsetés dans leurs 6 ceintures, des holostones, véritables bouches en flûte ou bécasses de mer, dont quelques échantillons atteignaient une longueur d'1 mètre, des salamandres du Japon, des murènes échinées, longs serpents de 6 pieds, aux yeux vifs et petits, et à la vaste bouche hérissée de dents, etc., etc., etc. Je distinguais le labre vert. Ouh, joli petit machin, regardez. Le mule barberin. On s'amuse. Mule barberin. Ouh. La petite moustache, la petite barbichette, là. La une petite barbichette comme moi, là. Ok. Le gobie éléotre. Gobie. Regardez comme c'est tout petit. C'est un petit... c'est tout petit. Eh, mais attendez, mais là, c'est Jules Verne, là. Incroyable, et là on a une petite illustration fantastique avec les fameux l'endroit où il dirige le bateau, avec les fameuses vitres lenticulaires. Incroyable. Et là on a même d'autres choses. On a tous les poissons. On voit tous les poissons là qui sont en train d'observer là. Magnifique illustration. Là aussi on a aussi une illustration fantastique de 20 milieux sous les mers. Regardez-moi tout ça là. Comme c'est beau, bah là on le voit. Le fameux qu'on a cherché tout à l'heure. Le mule. Mule barberin. On le voit ici sur la photo. Enfin, sur la gravure, pardon. Les raies, tout ça. Ok, incroyable. Et admirable maquereau. Ouais, c'est comme un maquereau, quoi. Maquereau, vous avez déjà vu, hein. Maquereau, il n'y a pas plus basique qu'un maquereau. Pas plus basique en termes de poisson. Voilà, on n'est pas surpris. Hein. Azuror. Bah voilà, regardez. Oh, c'est tout chou, ça. Des spares rayés. Spares, c'est ça. Ok. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point. Nos interjections ne tarissaient pas. Ned nommait les poissons, Conseil les classait, moi, je m'extasiais devant la vivacité de leurs allures et la beauté de leurs formes. Jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel. Je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis, toute cette collection des mers du Japon et de la Chine. Ces poissons accouraient, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique. Subitement, le jour se fit dans le salon, les panneaux de tôle se refermèrent. L'enchanteresse vision disparut. Mais longtemps je rêvais encore, jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois. La boussole montrait toujours la direction au nord-nord-est, le manomètre indiquait une pression de 5 atmosphères correspondant à une profondeur de 50 mètres, et le loch électrique donnait une marche de 15 000 à l'heure. J'attendais le capitaine Nemo, mais il ne parut pas. L'horloge marquait 5 heures. Ned Land et Conseil retournèrent à leur cabine. Moi, je regagnai ma chambre. Mon dîner s'y trouvait préparé. Il se composait d'une soupe à la tortue, faite des carrés les plus délicats, d'un surmulet à chair blanche, un peu feuilleté, dont le foie préparé à part fit un manger délicieux, et de filets de cette viande de l'Holocante empereur, dont la saveur me parut supérieure à celle du saumon. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser. Puis le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche de zoster et je m'endormis profondément, pendant que le Nautilus se glissait à travers le rapide courant du fleuve noir. Surmulet, ça ressemble un petit peu au... Je disais que ça ressemblait un petit peu au mule qu'on a vu tout à l'heure. Holocante empereur... Au Lacante empereur, visiblement, parce qu'il y a une erreur. Empereur, c'est un poisson, et... Ouais, ça doit être ça, hein.
C'est ça. Donc ils vont bouffer ça, dont la saveur me parut supérieure à celle du saumon, quand même. Hein. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Ciao!